Dans ce chapitre 2, on va étudier les coefficients d'induction magnétique et les phénomènes d'induction. On va commencer par les coefficients d'induction. Tout d'abord, on va définir ce que c'est qu'un coefficient d'auto-induction ou ce qu'on appelle aussi l'inductance propre d'un circuit filiforme. On se limite au circuit filiforme. Alors, on va considérer un circuit C parcouru par un courant d'intensité I et on sait que le courant crée en tout point de l'espace un champ d'induction magnétique B. Le champ B créé par le circuit en un point M, on sait qu'il est proportionnel à l'intensité du courant qui le crée. Alors, si B est proportionnel à l'intensité du courant I, dans notre cas ici, il sera de même pour le flux à travers le circuit C de B. Et on peut écrire que le flux est égal à un coefficient de proportionnalité fois l'intensité du courant. On note le coefficient de proportionnalité, on le note par la lettre L majuscule. Le coefficient donc sera noté L et on va l'appeler, ou il est appelé, inductance propre du circuit. Inductance propre parce que c'est le coefficient donc de proportionnalité qui est obtenu à partir du flux du champ créé par le circuit lui-même. Et L, ça sera égal à phi sur I. Ce coefficient L, qu'on appelle inductance propre, ou self-inductance, ce coefficient L ne dépend que des caractéristiques géométriques du circuit. Il est positif et s'exprime en Henry ou alors en Weber par ampère si le flux est exprimé en Weber et le courant en ampère. On va se donner un exercice d'application, un exemple d'application. Donc on considère ici une spire circulaire de centre O et de rayon R. Cet exercice donc on a été vu, donc l'application pour une spire circulaire, le champ créé par une spire circulaire en un point de son axe, et donc a été traité en TD 1, donc exercice 2. Le champ créé par la spire en son centre O à cette expression-là. Le sens de B dépend du sens de I, et là, ce sens-là pour I nous donne un B au centre qui sera porté par EZ. Les courbes qu'on voit là, ce sont les lignes de champ créées par le courant d'intensité I qui circule dans la spire circulaire. Donc vous voyez qu'il y a des lignes de champ qui traversent la surface qui s'appuie sur la spire. Donc on peut calculer le flux à travers la spire circulaire. Donc c'est-à-dire c'est à travers la surface qui s'appuie sur le circuit spire. Donc c'est l'intégrale double sur la surface de B. Alors B, c'est le champ créé par la spire elle-même en tout point de la surface S qui s'appuie sur le circuit. On va prendre cette surface, c'est la surface du disque limité par la spire circulaire.
produit scalaire ds. Alors ici, si le rayon est considéré petit, on peut approximativement écrire que le champ créé en tout point M de S est sensiblement égal au champ créé au point O par le courant d'intensité I. Alors tout calcul fait, on trouve que le flux propre de la spire circulaire de centroïde de rayon R, ce flux-là, il est proportionnel à I. Le coefficient de proportionnalité, comme vous le remarquez, il dépend de R, c'est-à-dire le rayon de la spire circulaire. μ0 étant la perméabilité magnétique du vide. Et on voit qu'il est positif, effectivement, parce que le ds, ou alors la surface du disque limitée par la spire circulaire, elle est orientée par le courant conformément à la règle du tire-bouchon. Et on trouve un L, le coefficient, ou alors l'inductance, maintenant on va l'appeler inductance, l'inductance propre pour la spire dans cet exemple, ce sera égal à μ0 pi r sur 2, donc il dépend de R, il est positif. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle l'inductance mutuelle de deux circuits, et on se limite au circuit filiforme. Alors pour cela, on considère deux circuits filiformes, C1 et C2. C1 est parcouru par un courant I1, dans ce sens par exemple, et C2, c'est un circuit qui est parcouru, donc un circuit filiforme parcouru par un courant d'intensité I2. Le circuit C1 va créer un champ et il va y avoir des lignes de champ créées par C1 qui vont traverser le circuit C2. Et vice-versa, le circuit C2, parcouru par le courant d'intensité I2, va créer un champ et il va y avoir des lignes de champ créées par C2 qui vont traverser C1. Alors, si on note B1, le champ d'induction magnétique créé par C1, on avait vu tout à l'heure que B, dans le cas général, il est proportionnel à l'intensité du courant qui le crée. Ici, B1 va être proportionnel à I1. Si on note phi indice 1,2, c'est-à-dire c'est le flux à travers le circuit C2 du champ B1. Et on avait vu que le champ B1, c'est le champ créé par C1. Puisque B1, on a dit tout à l'heure qu'il est proportionnel à I1, de même, le flux phi 1,2 va être proportionnel à I1. Et on peut écrire phi 1,2, c'est-à-dire le flux à travers le circuit C2 de B1, créé par C1, va être égal à un coefficient de proportionnalité multiplié par l'intensité du courant I1. De même, si on note B2, le champ d'induction magnétique créé par le circuit C2, qui est parcouru par le courant d'intensité I2, B2 est proportionnel au courant I2, au courant d'intensité I2 qui le crée. Le flux, si on note phi de 1, c'est le flux à travers C1, c'est le flux à travers C1 du champ B2, et le champ B2, c'est le champ créé par le circuit C2. Alors, étant donné que B2 est proportionnel à I2, et on sait que l'intensité de courant, c'est une constante,
le flux phi de 1 du champ B2 à travers C1, donc il va être aussi proportionnel à I2, à l'intensité du courant, à l'intensité I2 du courant, pardon. Alors s'il est proportionnel, donc on peut écrire, s'il est proportionnel à I2, donc on peut écrire que phi de 1 est égal à un coefficient de proportionnalité qu'on peut noter M de 1 multiplié par I2. Donc M de 1, c'est le coefficient de proportionnalité. D'après ce qu'on appelle la théorie de Neumann, on va admettre que M12 est égal à M de 1 est égal à M. Et le M, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'induction mutuelle des deux circuits. Parce qu'il va y avoir une interaction entre les deux circuits. Ce coefficient M dépend de la géométrie des circuits, considérés ici on a C1 et C2, de la disposition des circuits l'un par rapport à l'autre et de leur orientation. Leur orientation, parce que quand on oriente un circuit orienté par le courant qui circule dans ce circuit et la surface qui s'appuie donc sur le circuit considéré va être orientée par le circuit conformément à la règle du tire-bouchon. On va voir ça avec un exemple d'application. M, le coefficient d'induction mutuelle, contrairement au coefficient ou alors à l'inductance propre d'un circuit, il est algébrique. C'est-à-dire que son signe dépend du choix de l'orientation des deux circuits C1 et C2. Je viens de dire qu'un circuit est orienté par le courant qui circule dans ce circuit. Ce coefficient d'induction mutuelle s'exprime en Henry si le flux est en Weber et l'intensité du courant en ampères. En effet, parce que M, ça sera égal, parce qu'on a pris M12 égale à M21 égale à M, donc M est égal à phi 1,2 sur I1 est égal à phi de 1 sur I2. L'intérêt du fait qu'on a choisi que M12 égale à M21, cette théorie de Neumann, c'est pour faciliter, pour pouvoir trouver l'expression de M quand on a deux circuits, parce que des fois, dans des exercices, il s'avère beaucoup plus facile, par exemple, de calculer phi 1,2 que de calculer phi de 1. Ou alors de calculer phi de 1 plus facile que de calculer phi 1,2. Donc, c'est pour cela cette approximation donc, nous sera utile dans les exercices. Alors là j'ai mis une remarque, parce que quand on a un circuit C1, déjà quand il est tout seul, il est parcouru par des lignes de champ créées par ce circuit lui-même, qu'on appelle ici phi 1,1. Phi 1,1 est égal à L1 I1. Maintenant, quand il est à proximité d'un autre circuit, il va être traversé par des lignes de champ du deuxième circuit. Et par conséquent, le flux total, c'est-à-dire le nombre de lignes de champ totales qui vont traverser le circuit C1, ça sera égal à phi 1,1 plus phi de 1, autrement dit, c'est égal à L1 I1 plus M I2. Demain, donc, la même chose pour le deuxième circuit, C2. Le flux total, c'est-à-dire le nombre de lignes de champ qui vont traverser le circuit C2, c'est égal à phi de 2, c'est le flux propre du champ créé par le circuit C2 et qui va traverser C2, à travers C2, pardon, et le phi 1,2 qui sera égal à MI1. Donc, ça sera le flux total phi 2, donc ce sera L2 I2 plus MI1. Alors, on va donner un exemple d'application.
on va considérer deux spires circulaires ayant le même axe qu'on note ici Z par Z, Z'. Elles sont parallèles. La première spire qu'on note C1 et le deux centres O1 et de rayon R1 est parcouru par le courant I1. La deuxième spire, notée C2, de centre O2, de rayon R2 et le courant d'intensité I2 qui circule dans le circuit C2. On note D, c'est la distance entre les centres des deux spires. Donc D est égal à O1, O2. Ce que j'ai représenté, ce qu'on a représenté ici sur ce schéma, figure, donc ces lignes de champ en bleu, ce sont les lignes de champ créées par C1 et C2, puisqu'il est à proximité de C1, il va être traversé par certaines de ces lignes de champ, comme on le voit sur la figure. Alors on peut calculer le flux à travers C2 du champ B1 créé par C1. On fait comme on a fait tout à l'heure, donc c'est le produit scalaire de B1 créé en tout point M de S2. S2 c'est la surface du disque limitée par le circuit C2 et qui est orienté par le courant d'intensité I2 conformément à la règle du tire-bouchon. Donc je disais, donc phi 1, 2, j'écris donc l'expression. Comme pour la première application, on suppose que R2 est petit pour qu'on puisse dire que tous les points de la surface S2 subissent le même champ qu'au centre, que celui qui est subi par le point, enfin le centre de la spire O2. On remplace, parce qu'on connaît l'expression du champ créé par la spire C1 au centre de C2, O2 de C2, pardon. Alors, la surface S2, j'ai dit, donc c'est la surface du disque limité par le circuit. Il est orienté par le courant d'intensité I2, effectivement, donc selon la règle du tire-bouchon. J'oriente le S2 et on remarque que N2, donc si vous faites la règle du tire-bouchon, vous allez trouver que N2 est, pour ce cas de figure, il est égal à EZ. Tout calcul fait, on trouve que le flux à travers C2 du champ B1 créé par la première spire est égal à ça, il est proportionnel à I1 et le coefficient de proportionnalité c'est M12. On fait le même calcul, la même chose pour le flux à travers C1 du champ B2 créé par C2 en tout point de la surface S1 limitée par le circuit C1. La même approximation, on suppose que R1 est petit, de telle sorte qu'on puisse dire que le champ en tout point de la surface S1 est approximativement égal au champ créé au point O1 par le circuit C2. On oriente la surface donc S1 conformément à la règle du tire-bouchon. Ici, pour cette orientation du contour, du circuit C1, le sens de I1 nous permet de déduire le sens de N1 conformément à la règle du tire-bouchon. Ici, on trouve, vu l'orientation qu'on s'est donnée pour I1,
le sens pour I1, donc on va trouver que N1 est égal à EZ. On trouve ceci. Alors pour que M1 ici soit égal effectivement à M1,2 égale à M2,1, on va se placer dans le cas où D, la distance entre les deux centres O1 et O2 est approximativement, elle est très grande devant R1 et elle est très grande devant R2 pour qu'on puisse écrire que ce dénominateur, celui-là ou celui-ci, approximativement égal à la distance D au carré. Et finalement, on trouve le M, approximativement donc l'ordre de grandeur, donc ici approximativement égal à cette expression-là. Vous remarquez que M dépend de R1 et R2 qui montrent que c'est les rayons qui ne sont autres que les rayons des spires circulaires considérés. Il dépend de la disposition, donc D c'est la distance entre les deux centres, ils sont disposés, ils sont parallèles. Et là, D c'est la distance O1, O2. Ici, on trouve que c'est positif. M est positif parce qu'on a pris le sens de I1 et le sens de I2 sont tous les deux dans le même sens. Autrement dit, les N1, les vecteurs unitaires N1 et les vecteurs unitaires N2 sont égaux tous les deux à le vecteur unitaire EZ de l'axe ZZ'. Si maintenant on change le sens de I1 ou bien celui de I2, si par exemple on change le sens de I2, conformément à la règle du tire-bouchon, S2 va être orienté dans le sens contraire à EZ, c'est-à-dire que N2 va être égal à moins EZ, et on va avoir le M qui est égal à moins cette expression-là, c'est-à-dire c'est négatif. C'est pour cela, on a dit tout à l'heure que le M est algébrique et son signe dépend de l'orientation des courants de chacun du circuit.